Bonjour à tous. Mon nom est Jean-Philippe Provost et je travaille à la Faculté des arts et des sciences. Bienvenue aux portes ouvertes virtuelles de l'Université de Montréal et à cette conférence sur le domaine de la science politique. Aujourd'hui, la conférence sera présentée par Thomas Molker, professeur invité au département de sciences politiques, ainsi que Frédéric Bastien, professeur agrégé au département de sciences politiques. Cette conférence sera enregistrée. Cela dit, votre micro sera désactivé pour toute la durée de la conférence. Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser la fonction Q et R qui se trouve au bas de la fenêtre Zoom. Nous répondrons aux questions tout de suite après la présentation de messieurs Molker et Bastien. La durée totale de notre rencontre sera de 45 minutes, donc nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions. Sachez par contre que cette conférence sera disponible en rediffusion sur le site des événements virtuels du service d'admission de l'Université de Montréal dans les prochaines semaines. Et également, nous vous invitons à poursuivre votre exploration des kiosques virtuels de l'université qui seront disponibles jusqu'au 5 décembre sur la plateforme des portes ouvertes. Je cède maintenant la parole à messieurs Molker et Bastien pour la présentation sur le domaine de la science politique. Bonne conférence. Bonjour, mon nom est Thomas Mulcair et je suis professeur invité au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Je suis aussi fellow au CERIUM, qui est le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. J'enseigne principalement dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Mais l'intérêt pour la science politique est au tout début de ma carrière et je tenais à partager avec vous l'importance de regarder la possibilité d'étudier dans ce domaine-là et à l'Université de Montréal. J'ai passé le plus clair de ma carrière dans les domaines de l'administration publique et de la politique. Mais dans les deux cas, on cherche à faire une chose en priorité: trouver des solutions à des problèmes complexes dans l'intérêt du public. C'est ça qu'on apprend en étudiant en sciences politiques à l'Université de Montréal. C'est multidisciplinaire et interdisciplinaire lorsqu'on étudie des problèmes complexes. On vit en ce moment une situation unique, une pandémie, la COVID-19. Ça aussi, c'est un problème extrêmement complexe qui appelle à toutes sortes de connaissances dans plein de domaines pour trouver des solutions. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose d'autre? Il y a une autre crise sur la planète en ce moment, la crise des changements climatiques. La question est de savoir comment trouver les meilleures solutions, faire appel aux expertises et aux expériences des uns et des autres dans les deux cas. Et il y a des intéressantes comparaisons à faire aussi. Quand je dis problème complexe, c'est souvent intergouvernemental et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on réalise que pour trouver des solutions, c'est souvent une gouvernance à multiniveau qui est nécessaire. Ça veut dire quoi? Bien, si on regarde un problème complexe comme les changements climatiques, on regarde à l'international, on avait le protocole de Kyoto, maintenant l'accord de Paris, donc les Nations unies, les pays doivent s'entendre, trouver des solutions ensemble. Le fédéral et le provincial au Canada, dans beaucoup de pays qui sont fédérés, on va trouver différents niveaux de gouvernement, et ils partagent la compétence et la responsabilité en environnement. Les municipalités, on peut penser à la petite ville de Hudson, ici au Québec, qui a banni l'épandage des pesticides. Ça a été suivi à travers le Canada après. Et bien sûr, les ONG ont un rôle important à jouer. Pandémie, COVID-19, Organisation mondiale de la santé. Fédéral a une responsabilité aussi en santé, mais la principale responsabilité réside avec les provinces. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la loi québécoise de développement durable, on appelle ça le principe de subsidiarité. C'est le gouvernement qui est le plus proche du problème à régler qui doit en être responsable. Mais encore là, les municipalités, on l'a vu avec les villes de Montréal et Québec, ont aussi un rôle à jouer. Il y a d'autres problèmes très complexes qui sont d'un très grand intérêt pour nous au Canada. Par exemple, les droits des peuples autochtones
font l'objet d'une déclaration des Nations unies à l'international. Le fédéral a sa responsabilité principale. Les provinces ont un rôle très important à jouer là-dedans aussi. Donc, comment voir clair là-dedans et comment comparer les situations pour trouver les meilleurs exemples et comment ça se fait que c'est plus facile dans certains cas que dans d'autres? Bon, c'est ça qu'on apprend à regarder en sciences politiques et ces questions d'administration. Regardons quelques exemples de choses qui ont fonctionné par le passé. Vous savez, au début des années 60, des grandes puissances comme les États-Unis et à l'époque l'URSS faisaient exploser des bombes à hydrogène dans l'atmosphère pour les tester. On a découvert, en faisant des tests sur les dons de lait des enfants à travers le monde, qu'il y avait certains isotopes, dont le strontium-90, qui se répandaient dans l'atmosphère et on pouvait le trouver donc dans les tissus des enfants partout dans le monde. Peut-être cette connexion un peu émotive a permis à des grands acteurs de l'époque, comme John F. Kennedy aux États-Unis, qui avait des jeunes enfants lorsqu'il était président, et son homologue de l'URSS, de s'entendre pour bannir ce genre de tests dans l'atmosphère. Ils ont trouvé une solution. Quand on a découvert que les pluies acides étaient en train de détruire nos forêts et que c'était du SO2 avec le H2O qui faisait qu'il pleuvait de l'acide sulfurique, il fallait trouver une solution. Les États-Unis et le Canada ont amené le premier système de plafonnement avec droit d'échange pour le SO2. On a réglé le problème. Ça peut se faire. Pourquoi on n'est pas capable de le faire pour le CO2, le gaz à effet de serre le plus répandu en ce moment, qui est en train de causer ce réchauffement tellement dangereux de la planète? Quand on a découvert un trou dans la couche d'ozone, le monde s'est rallié très rapidement. Et on est arrivé à Montréal avec le protocole de Montréal, dont le siège social est ici, pour trouver une solution pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et trouver une solution qui va perdurer. Ça se fait. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable de regarder cette autre crise qui est les changements climatiques et agir comme on a fait dans le cas de la COVID-19? Quel domaine peut nous amener des compréhensions là-dedans? C'est à travers le spectre des études, que ce soit au HEC où des gens ont écrit des papiers très importants, disant comment le gouvernement devait faire attention à mettre des conditions avant de donner de l'argent à des compagnies lors de la crise COVID-19, s'assurer qu'ils n'utilisaient pas des paradis fiscaux, par exemple, ou qu'ils respectaient l'environnement. Ça, c'est une question de politique publique, mais c'était plutôt du côté économique qu'on regardait ça. Paul Lannoy, un ancien prof au HEC, c'est notre commissaire au développement durable au Québec. Il amène cette perspective et il est très écouté. Vous savez, quand le gouvernement du Québec a amené le projet de loi 61 pour enlever les protections en environnement sous prétexte que la relance économique était plus importante que l'environnement à la sortie de la crise COVID-19, Paul Lannoy a expliqué que c'est un gros problème et le gouvernement a agi en retirant son projet de loi. Ce n'est pas réglé encore complètement, mais ça va déjà beaucoup mieux. Des gens qui travaillent en sociologie et en psychologie peuvent regarder comment ça se fait qu'on est capable, dans certains cas, d'attirer les gens et les faire adhérer, puis dans d'autres, les gens ne sont pas capables de réagir comme ça. Il y a même des gens qui nient l'existence du problème. Cette négation existe autant en sciences climatiques qu'en ce qui concerne la santé publique et la COVID-19, une pandémie qui a tué des milliers de personnes juste ici au Québec. Il y a des expertises à apprendre. Il y a de la gestion de crise. Qu'est-ce que les gouvernements doivent faire? C'est le genre d'expertise qu'on peut apprendre en étudiant en sciences politiques à l'Université de Montréal. On peut apprendre aussi à aller chercher les meilleurs enseignements en sociologie et travailler, par exemple, avec les communautés autochtones lorsque ça vient le temps de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour la forêt. Parce que le puits de carbone que sont nos forêts est aussi une partie de la solution pour les changements climatiques parce que ça a permis de fixer le carbone. Donc, un ensemble de solutions sont à trouver à des problèmes complexes. C'est la base, très souvent, va être des études en sciences politiques où on apprend à manier toutes ces idées en même temps. C'est pour ça que j'encourage toujours les gens qui sont en train de réfléchir, qui hésitent parfois en disant sciences politiques, ça s'applique où? Quelques-uns des meilleurs analystes que j'ai rencontrés dans ma carrière politique et en administration publique sont des gens qui étaient issus des sciences politiques.
Ils avaient appris à respecter les différents domaines qui doivent contribuer à trouver une solution à un problème et amener en politique publique et en administration une solution qui va durer. C'est cette approche que je trouve tellement intéressante à l'Université de Montréal. Travailler avec les différentes disciplines, regarder et respecter les compétences des uns et des autres, amener ça pour trouver des solutions. Finalement, les questions se résument bien. C'est qui décide? En étudiant en sciences politiques, vous savez par où commencer. Comment on doit appliquer, mettre en vigueur rigoureusement pour que la solution choisie devienne réalité? Ça aussi, ça s'étudie, ça s'analyse. Ça fait partie d'un ensemble de solutions qu'on peut amener, dont on peut faire partie fièrement si on étudie en sciences politiques. Ces domaines de l'environnement, de la santé publique sont des domaines qui sont étudiés en touchant un ensemble de programmes et de disciplines. Et c'est pour ça que vous allez être aussi stimulés et encouragés comme moi quand vous regardez tout ce qu'on peut faire en étudiant en sciences politiques. Merci et bon courage dans vos études. Bonjour, mon nom est Frédéric Bastien. Je suis professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Je suis également responsable du programme de baccalauréat en sciences politiques. Il me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. L'une des questions que l'on se pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un baccalauréat en sciences politiques? Où ça nous mène? Il y a plusieurs réponses à cette question. Spontanément, plusieurs personnes vont penser qu'un baccalauréat en sciences politiques, ça prépare à une carrière politique active comme celle que M. Mulcair a eue. Il est vrai que nous trouvons parmi nos étudiants un certain nombre de personnes qui vont faire une carrière politique. Mais la plupart des étudiants et des diplômés en sciences politiques ont d'autres parcours. Nous trouvons plusieurs politologues au sein de l'administration publique, autant au niveau municipal, provincial que fédéral. On en trouve aussi plusieurs dans les organisations internationales, des personnes qui vont contribuer à la diplomatie en travaillant dans les réseaux de consulats ou d'ambassades. On y pense parfois beaucoup moins, mais plusieurs entreprises privées recrutent des spécialistes de la science politique. Elles ont besoin de savoir quelles peuvent être les répercussions de projets politiques, de projets de loi, de certaines décisions qui sont prises par les gouvernements sur leurs activités. Certaines d'entre elles embauchent des personnes qui seront spécialisées dans les relations gouvernementales, parce que plusieurs entreprises ont des relations avec les administrations publiques et les décideurs politiques. Une formation en sciences politiques prépare très bien à ce type de carrière. On trouve aussi dans la société un grand nombre de groupes d'intérêt qui défendent les droits de certaines catégories de citoyens, comme les femmes ou les minorités, ou des groupes qui interviennent sur des secteurs d'activité précis, comme l'environnement, et qui vont faire valoir un certain nombre de revendications auprès des décideurs politiques. Ces groupes d'intérêt sont nombreux à recruter des personnes qui ont un profil en sciences politiques. Et dans les médias d'information que vous consultez pour vous informer sur la politique, vous voyez quotidiennement des journalistes, des analystes, des chroniqueurs, des sondeurs, des communicants qui ont une formation en sciences politiques. Alors, un baccalauréat en sciences politiques, ça peut vous ouvrir sur une très grande diversité de secteurs d'activité. Vous souhaitez faire un baccalauréat en sciences politiques, mais vous demandez quelle université choisir? Il y a certaines raisons qui devraient vous amener à réfléchir sérieusement à la possibilité de le faire à l'Université de Montréal. Je vous dirais que notre université vous permet de choisir un parcours qui va convenir à vos projets et à vos ambitions. Il y a une diversité de parcours possibles au sein de sciences politiques et je vous donne 4 exemples. Premièrement, on peut choisir de faire un baccalauréat spécialisé en sciences politiques, d'y intégrer quelques cours d'autres disciplines qu'on ira prendre en sociologie, en histoire, en anthropologie ou en démographie, par exemple. Mais on peut aussi choisir d'avoir un parcours qui est réellement multidisciplinaire.
Nous avons de manière plus précise 3 programmes bidisciplinaires dans lesquels les étudiants font la moitié de leur baccalauréat en sciences politiques et une autre moitié dans une deuxième discipline. De manière plus précise, nous avons ainsi des baccalauréats bidisciplinaires en philosophie et politique, communication et politique et économie et politique. La cote R minimale pour être admis dans ces programmes est de 24 pour le baccalauréat spécialisé en sciences politiques et le baccalauréat en philosophie et politique, de 23 pour le baccalauréat en communication politique et de 22 pour le baccalauréat en économie et politique. Notre département participe également au baccalauréat en études internationales et à un grand nombre de baccalauréats avec appellation, à propos desquels vous trouverez plus d'informations sur le site Web de l'Université de Montréal. Un deuxième exemple de diversité de parcours au sein d'un bac en sciences politiques, c'est la possibilité de faire 1 ou 2 sessions d'échange à l'étranger. Nous avons un coordonnateur, un conseiller au programme d'études qui travaille à temps plein à notre département et qui peut vous aider à repérer une université, à préparer votre candidature et à faire avec vous le suivi administratif nécessaire pour vous permettre de diversifier votre parcours d'études et de faire une partie de votre baccalauréat à l'étranger. Un troisième exemple, c'est la possibilité de faire un stage pratique durant votre baccalauréat en sciences politiques. Nous avons un coordonnateur de stage qui travaille à temps plein à notre département pour vous aider là aussi à repérer des stages, à préparer votre candidature et à faire le suivi administratif et académique nécessaire. Près de 200 personnes par année de notre département font ainsi des stages dans toutes sortes d'organisations. Et finalement, nous avons aussi un cheminement Honor. La formule du cheminement Honor est très fréquente dans les universités anglo-saxonnes. Elle est plus récente dans les universités francophones. En bref, ça consiste à permettre à des étudiants qui ont d'excellentes notes durant les 2 premières années de leur baccalauréat en sciences politiques de bénéficier durant la 3e année d'un parcours qui leur permet d'aiguiser encore davantage leurs compétences analytiques, de bénéficier d'un encadrement privilégié et même de suivre un cours de maîtrise avant la fin de leur baccalauréat en sciences politiques. Et si ces étudiants qui font le cheminement Honor décident par la suite d'entreprendre une maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal, ce cours sera compté à la fois dans le baccalauréat en Sciences Po et dans la maîtrise en sciences politiques. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos programmes, je vous invite à consulter notre site Internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou à nous écrire. Envoyez-moi un courriel et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. À bientôt. Alors, merci beaucoup, messieurs Mulcair et Bastien. Donc, maintenant, on est rendu à la période de questions. Donc, j'invite les participants à poser leurs questions dans le module Q&R et nous tenterons de répondre verbalement à un maximum de questions liées au domaine de la science politique. On a déjà une première question de quelqu'un qui nous demande si on doit étudier en sciences politiques pour devenir député. Je vais tenter de répondre à cette question, Jean-Philippe. Merci beaucoup de la question. Elle est très bonne. Mais en fait, la réponse est non. La démocratie fait en sorte que c'est le public qui choisit ses élus, qui va les représenter, peu importe leur formation. Donc, c'est très varié. J'avais un bon collègue qui était agriculteur maraîcher et il était un très bon député représentant son coin. J'avais un collègue qui était un ancien prof de mathématiques à l'Université de Montréal, Henri-François Gautrin, qui était par ailleurs l'ancien président du NPD au Québec. Donc, toutes sortes de backgrounds. Il y a des gens qui ont déjà servi comme policiers, peu importe le background, mais c'est évident que si la politique nous intéresse, ça peut aider à ouvrir la porte vers un emploi dans un des gouvernements, un des paliers, et ça peut justement vous donner l'occasion de pratiquer, de travailler dans ce domaine qui vous intéresse.
Merci beaucoup. Une seconde question, est-ce qu'on peut faire un diplôme en sciences politiques et en économie? Est-ce que c'est possible de combiner ces 2 disciplines? Oui, c'est possible. Et en fait, je pense que la question plus précise est qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce avec qu'on peut un faire? diplôme bidisciplinaire? Alors, il y a quelques minutes dans la vidéo, j'ai fait une nomenclature de perspectives de carrière avec un baccalauréat en sciences politiques. Mais je vous dirais que si à l'intérieur de la sphère politique, vous êtes particulièrement intéressé par les enjeux économiques, ceux liés aux finances publiques, la combinaison sciences politiques et sciences économiques m'apparaît euh, particulièrement intéressante. C'est un programme dans lequel la moitié des cours sont de sciences politiques et l'autre moitié de sciences économiques. Alors, bien sûr, en sciences politiques, on parle un peu d'économie politique, de finances publiques. En première année de baccalauréat spécialisé en sciences politiques, il y a un cours d'introduction à la politique économique. Mais si c'est là un domaine qui vous intéresse beaucoup, je pense que le bidisciplinaire va vous apporter beaucoup plus de théorie, de connaissances sur les concepts et de connaissances méthodologiques aussi sur l'économétrie notamment, que ne le ferait le baccalauréat spécialisé en sciences politiques. Merci beaucoup. Une autre question, une personne se destine à devenir, à faire du droit, donc être avocat. Quels sont les avantages à étudier en sciences politiques comparativement à étudier en histoire? Ça, c'est une intéressante question. C'est difficile d'entrer dans l'une ou l'autre des facultés de droit au Québec. Ça exige des bonnes notes. Ça dépend de la personne, qu'est-ce qui les intéresse. Ça va vous donner des fondements pour vous préparer pour le droit d'avoir étudié en sciences politiques. Vous allez peut-être connaître un petit peu mieux les rouages pour l'adoption, l'élaboration des lois. En histoire, vous allez peut-être apprendre un petit peu plus le fondement de nos systèmes juridiques qui sont principalement, pour ce qui est du droit devant les tribunaux, la plupart du temps, la common law anglais pour ce qui est du droit public et le droit français, le code civil, pour ce qui est des relations, des contrats, des obligations. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une troisième source de droit au Québec, qui est le droit autochtone. Et ça, c'est un champ très intéressant à étudier. Mais un peu comme la réponse que j'ai donnée tantôt pour savoir qu'est-ce que ça exige pour devenir député, ça dépend de la personne. J'avais des collègues, quand j'ai étudié le droit, j'avais d'excellents collègues, mais vraiment de très bons étudiants. Il y en a une qui était ingénieure et l'autre qui était justement mathématicien. Donc, peut-être cette pensée un peu cartésienne peut aider aussi quand on est en train d'étudier. Donc, ça dépend de vous, de votre intérêt pour les études avant. Et je me permets de suggérer que vous vous renseigniez sur les différents aspects du droit qui sont disponibles à l'Université de Montréal, qui a une faculté de droit extrêmement bien cotée. Merci beaucoup. Une question maintenant sur, un diplôme en communication politique. Est-ce que ça permet de s'orienter vers un métier de journaliste? La réponse est oui, absolument. Pour les gens qui veulent pratiquer le journalisme, je pense que les employeurs qui font le recrutement dans les salles de nouvelles, les salles de rédaction, recherchent trois choses. Premièrement, ils recherchent une personne qui, évidemment, a des connaissances de base dans la pratique du journalisme, a eu une formation pratique sur le comment faire du journalisme, avec toute la dimension technique que ça implique. Alors, cette connaissance, elle peut s'acquérir dans certains cours offerts par le département de communication et auxquels on a accès dans le bidisciplinaire en communication et politique. La deuxième chose qu'ils recherchent, c'est non seulement des personnes qui savent comment communiquer de l'information, mais aussi des personnes qui ont les connaissances nécessaires pour connaître et comprendre les informations qui sont à communiquer, qui ont des connaissances leur permettant de comprendre le monde dans lequel on vit. Et les cours qui sont spécifiquement des cours de communication, de journalisme, permettent moins bien de préparer cette dimension-là que des cours de sciences politiques ou d'autres disciplines qui appartiennent à l'univers des sciences sociales. Et la troisième chose qui est beaucoup recherchée
chez des gens qui veulent pratiquer le journalisme, c'est la capacité à démontrer le dynamisme qu'on attend chez des journalistes. Donc, parallèlement à la réalisation d'un programme d'études, je suggérerais très fortement à des personnes qui veulent faire du journalisme de s'engager dans des activités para-académiques qui permettent de se constituer en quelque sorte un dossier de réalisation en journalisme. À l'Université de Montréal, il y a des possibilités à cet égard. Il y a un journal étudiant, Quartier Libre, il y a une radio étudiante aussi. Donc, c'est important aussi de s'investir dans ce genre d'activité pour accroître son employabilité si l'on veut faire du journalisme. Merci beaucoup. Une autre question, est-ce que des perspectives d'emploi dans des ONG sont disponibles en sciences politiques ou est-il plus avantageux d'aller en études internationales? Oh, moi, je pense que dans les deux cas, on va vraiment avoir des perspectives d'emploi très intéressantes. Juste pour enchaîner sur ce que Frédéric Bastien vient de mentionner, je peux dire que dans ma carrière en politique active, j'ai eu à côtoyer, connaître et embaucher des diplômés de l'Université de Montréal qui ont fait le cours de sciences politiques et de communication, parce que c'est cette polyvalence, une bonne compréhension de ce qui est en train de se passer au Parlement, dans le cas en question, ou à l'Assemblée nationale, et la capacité de résumer, de communiquer, de parler, de traiter avec les journalistes. Donc, il y a tout cet aspect aussi, en plus du journalisme dont Frédéric vient de vous parler. Alors, moi je pense que si on ouvre nos horizons, la meilleure chose à faire, c'est justement d'embarquer dans un programme comme sciences politiques et on peut toucher à tellement de domaines en le faisant que ça va devenir votre passeport pour avoir tellement de travail. Quand j'ai fait l'énumération tantôt de cette gestion multiniveau en matière de sciences politiques dans des problèmes complexes, je mentionne souvent le niveau de gouvernance qui est les municipalités puis les gouvernements régionaux. Mais si vous regardez, l'Union européenne est un très bon exemple. Les ONG en environnement sont à la table, au même chapitre que les gouvernements régionaux, souvent acceptés pour leur expérience et expertise. Donc, avec une ONG, vous pouvez certainement acquérir une expérience extraordinaire et l'un n'exclut pas l'autre, parce que c'est souvent une clé pour entrer une ONG, mais ça peut vous amener en matière de droit international ou en matière de relations internationales. Et je finirai là où j'ai commencé en faisant référence à Frédéric parce qu'il soulève un très bon point. C'est autant de manières d'ouvrir des portes pour votre carrière parce que c'est pas vrai. En rentrant en sciences politiques, on a déjà un plan de route tout à fait détaillé sur exactement ce qu'on va faire. Il faut permettre justement à ce que ça ouvre plein de portes de curiosité, mais je pense que sciences politiques est une des meilleures clés pour rentrer justement là-dedans, puis avoir cette opportunité-là et bâtir cette expertise. Être bénévole dans une ONG pendant qu'on étudie, c'est aussi une très bonne manière de développer des connaissances et des connexions pour ouvrir justement pour des emplois plus tard et remplir cette première ligne si cruciale de votre curriculum vitae. Et j'ajouterais aussi que parmi les étudiants de nos programmes qui font des stages durant leur programme d'études, plusieurs le font dans des organisations non gouvernementales. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a eu des questions sur les possibilités de stage, entre autres. Quelles sont ces possibilités et est-ce qu'on peut aller à l'étranger aussi pendant le baccalauréat? Oui, tout à fait. On a près de 200 étudiants par année qui font des stages au Québec, ailleurs au Canada et à l'étranger. Dans l'un des couloirs de notre département, on a une carte du monde avec des épingles dans les villes où nos étudiants ont fait des stages. Et je peux vous dire qu'il y en a sur tous les continents. Il y a seulement en Antarctique où on n'a pas eu de stage encore jusqu'à présent. Et on en trouve dans tous les domaines que j'ai énumérés précédemment. Donc, certains étudiants vont faire des stages auprès de gens qui sont en politique active, par exemple en travaillant dans le bureau d'un député ou en s'impliquant dans une campagne électorale d'un candidat.
On trouve aussi des stages dans des ministères, dans des organisations gouvernementales, en entreprise, dans des ONG, dans des groupes d'intérêt. Donc, il y a vraiment une grande diversité de possibilités là-dessus. On a un coordonnateur de stage à temps plein à notre département qui s'occupe de diffuser l'information sur les stages disponibles, aider les étudiants à préparer leur candidature, faire tout l'encadrement pédagogique et administratif autour des stages. Et lorsqu'il s'agit de stages à l'international, il y a aussi des démarches qui peuvent être faites pour obtenir un peu de financement pour payer les frais de déplacement, par exemple. Et même si Frédéric et moi, on n'accompagne pas des personnes physiquement lors de leur stage, il y a très souvent une obligation de faire un rapport de stage. Et à travers les rapports de stage que j'ai eu à corriger et dont j'ai pu prendre connaissance, c'est tellement intéressant. Ça donne vraiment l'occasion d'appliquer les connaissances qui peuvent jusqu'alors paraître un peu théoriques, mais là, on les applique dans le concret, puis on apprend tellement en faisant ça. Ça complémente tellement bien les études en classe. Et notre coordonnateur de stage, à qui je faisais référence il y a un instant, est chez nous depuis une bonne dizaine d'années, un peu plus même. Alors, il a une idée des endroits où on peut faire de bons stages qui contribuent vraiment à l'enrichissement du parcours d'un étudiant. Et puis d'autres fois, envoyer un signal lorsqu'il pense que j'ai déjà entendu parler de ce milieu de stage, mais pas pour de bonnes raisons. Il vaudrait peut-être mieux chercher ailleurs. Parce que ça arrive aussi. Effectivement. Merci beaucoup. Une autre question. Après un baccalauréat en sciences politiques à l'Université de Montréal, peut-on envisager un master à Sciences Po Paris? La réponse est oui. La réponse est oui. Et on a des étudiants qui ont fait ce parcours, autant des étudiants qui nous venaient de France que des étudiants québécois qui, par la suite, partent pour la France afin de faire une maîtrise. Plusieurs d'entre nous travaillons avec des collègues à Sciences Po Paris. Alors oui, la réponse est oui. Merci beaucoup. J'ai eu quelques questions dans le module là, concernant le coût des études ou pour les étudiants internationaux. On a écrit dans le clavardage un lien à consulter ou pour avoir toute l'information selon votre provenance. Donc, il nous reste encore une petite minute. On a peut-être le temps pour une dernière question. Si quelqu'un d'autre dans l'assistance souhaite s'entretenir en direct avec M. Molker et M. Bastien, c'est votre chance de le faire maintenant. Donc, je vais aller vérifier qu'il nous reste si on a d'autres questions. Ah oui. Est-ce que la connaissance de plusieurs langues peut être pertinent? Ben, je suis sûr que Frédéric aurait une réponse aussi, mais je soupçonne que ça va être la même. C'est toujours une bonne chose. Parce que si ce n'est que le fait de pouvoir lire un journal en allemand ou en espagnol ou peu importe l'autre langue, et ça nous donne, ça va paraître comme un drôle de mot, mais de l'empathie, ça nous ouvre. Si on connecte avec les gens dans leur langue, on réalise qu'il n'y a pas juste une seule manière de voir un problème, et c'est cette ouverture qui nous permet d'apprendre les différentes solutions qui ont pu être admises ailleurs, et ça peut enrichir notre capacité de trouver des solutions ici. J'ajouterais deux éléments à la question qui est posée. Premièrement, bien sûr que c'est pertinent, et d'ailleurs, dans le baccalauréat en sciences politiques, non seulement il est possible de suivre certains cours de langue, mais c'est requis par le programme. Donc, dans la durée d'un baccalauréat, chaque étudiant, d'un baccalauréat spécialisé en sciences politiques, chaque étudiant doit réussir au moins 2 cours de langue, mais on peut prendre jusqu'à 4 ou 5 cours de langue au total dans un programme de baccalauréat en sciences politiques. Et le Centre de langue de l'Université de Montréal, qui est responsable de ces cours de langue, offre des cours dans une grande variété de langues, entre 10 et 15 langues, je crois. Je voudrais cependant ajouter un autre élément dans l'éventualité où le sens de la question aurait plutôt été: est-ce qu'au moment de m'inscrire en sciences politiques, je devrais avoir une connaissance de plusieurs langues? Alors, à l'Université de Montréal, nous sommes une institution francophone. Il est évident que tous les cours
sauf quelques exceptions dans certains programmes bien précis. Tous les cours sont enseignés en français. En sciences politiques, ils sont tous enseignés en français. La remise des travaux, on s'attend à ce qu'elle se fasse en français aussi. Certains accommodements sont possibles, notamment durant la première année du baccalauréat pour des étudiants qui sont moins confortables de remettre des travaux en français et qui préféreraient les remettre en anglais. Par ailleurs, même si nous sommes une institution francophone, la réalité de la discipline est qu'une connaissance suffisante de la langue anglaise pour lire des textes en anglais est importante. Dans la plupart des cours de première année de baccalauréat, la plupart des lectures seront en français, mais très rapidement, au-delà de ces cours de base, dans les cours de spécialisation en deuxième et troisième année, une proportion variable, mais qui peut être assez importante des lectures, se fait avec des textes en anglais. Donc, une connaissance passive de la langue anglaise est une bonne chose et beaucoup d'étudiants développent leur connaissance de l'anglais à travers une formation en sciences politiques parce qu'évidemment, une des façons d'apprendre la langue, c'est de la travailler, c'est de lire cette langue-là. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes peut-être pour prendre une ou deux dernières questions. Une question ici, y a-t-il une grande différence entre sciences politiques et études et relations internationales? Euh, alors, il y a deux choses à distinguer ici. À l'intérieur de la science politique, on a un champ d'études qui est celui des relations internationales, donc l'étude des relations politiques entre les États. Mais par ailleurs, il y a à l'Université de Montréal un programme de baccalauréat en, non pas relations internationales, mais en études internationales. Et oui, il y a une grande différence entre les deux. Le baccalauréat spécialisé en sciences politiques, c'est un baccalauréat sur la science politique, alors que le baccalauréat en études internationales est une formation multidisciplinaire qui comprend des cours de sciences politiques, d'histoire, de sciences économiques et de droit. En première année du baccalauréat en études internationales, les étudiants font 2 cours de chacune de ces 4 disciplines et ont ensuite, dans leur parcours de baccalauréat, la possibilité de choisir une plus grande proportion de cours dans l'une ou l'autre de ces 4 disciplines en fonction de leurs intérêts. Alors que le baccalauréat en sciences politiques est un baccalauréat orienté plus strictement, plus principalement sur la science politique. Merci beaucoup. Une autre question, quel est le parcours que vous offrez pour les étudiants ayant obtenu d'excellents résultats dans leurs 2 premières années de bac? Plusieurs universités anglo-saxonnes offrent un cheminement Honor. C'est une tradition qui est moins courante dans les universités francophones, mais depuis quelques années, certains programmes de l'Université de Montréal ont intégré un cheminement Honor pour les étudiants qui obtiennent d'excellents résultats lors des 2 premières années de leur baccalauréat. Et c'est le cas en sciences politiques. Nous avons ce cheminement qui permet aux étudiants qui s'y inscrivent de suivre un séminaire d'initiation à la recherche dans un petit groupe d'étudiants sur 2 sessions avec le même professeur, donc avoir un encadrement qui est plus fécond et plus personnalisé aussi. De pouvoir suivre également à la fin du baccalauréat un premier cours de maîtrise. Et si, après votre baccalauréat en sciences politiques avec cheminement en heure, vous poursuivez à la maîtrise en sciences politiques à l'UDM, ce cours vous est aussi crédité dans une maîtrise chez nous. Merci beaucoup. On va devoir prendre une dernière question. Désolé pour les gens à qui on n'aura pas pu répondre, mais je vous invite à visiter les différents sites de l'université et la plateforme virtuelle des portes ouvertes pour pouvoir trouver réponse à vos questions. Je vais compléter avec une dernière question qui s'adresse à nos 2 intervenants. Si vous aviez en quelques mots à partager avec nous votre amour de la science politique, que diriez-vous? Moi, je vais essayer d'y aller en premier. La porte de la science politique s'est ouverte pour moi à la maison. Ma maman vient d'une famille avec une longue historique politique ici au Québec
Et mon père et elle étaient des passionnés. Et je viens d'une grande famille de 10 enfants. Et les aînés, on avait le droit d'embarquer dans les conversations d'adultes qui, la plupart du temps, étaient des conversations sur la politique. Donc, peut-être ça m'a donné le goût. Rendu au cégep, j'avais quelques professeurs qui étaient étonnants, qui ont vraiment donné le goût de comprendre des choses comme qui décide, comment on est arrivé à cette solution-là, quelles étaient les autres options, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ça devienne réalité, et ainsi de suite. Mon cheminement m'a amené à étudier le droit après, mais je fais un retour avec très grand plaisir dans le domaine que j'aime tellement, qui est la science politique, mais aussi avec des accents en environnement et développement durable, qui, comme je le mentionnais dans ma petite présentation de début avec Frédéric, c'est ça que j'aime le plus. Travailler ces domaines d'actualité avec ce background juridique et en sciences politiques au sein justement du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Rappelons-le, l'Université de Montréal est une des meilleures universités au monde et on peut en être très fiers. Et le département de sciences politiques est exceptionnel à tous les égards. Moi, je dirais deux choses. Premièrement, mieux comprendre le monde dans lequel on vit. M. Malker a dit au début de sa présentation que la science politique permettait de s'attaquer à des enjeux complexes comme la pandémie ou les changements climatiques. Je pense qu'un premier intérêt de la science politique, c'est de permettre d'avoir des clés pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et le deuxième élément que je veux mentionner, c'est la richesse des étudiants qui viennent s'inscrire en sciences politiques. Malheureusement, cette année, c'est un peu plus difficile d'interagir avec les autres étudiants. On fonctionne beaucoup en enseignement à distance, mais cette situation est temporaire. Le fait de côtoyer, de socialiser avec les autres étudiants qui sont inscrits en sciences politiques, qui sont curieux, qui viennent d'un grand nombre de pays, qui ont plusieurs trajectoires, qui ont de l'ambition dans la vie, c'est très enrichissant pour nous les profs, mais c'est aussi enrichissant pour les autres étudiants. Et le premier réseau que les étudiants développent et qui vont peut-être leur servir ensuite dans leur carrière, c'est le réseau qu'ils développent avec les autres étudiants du programme. Et ça, je pense que c'est une très grande richesse. Eh bien, je vous remercie énormément, M. Malker, M. Bastien, pour cette conférence et cet entretien avec nos participants. J'ai ajouté dans le clavardage quelques liens utiles pour ceux qui souhaitent poursuivre leur exploration dans leur choix d'études. Et donc, merci à tous et bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir sur le campus de l'Université de Montréal la session prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.